Ma mère a annoncé sa 7e grossesse, après 15 ans à élever mes frères et sœurs. J'ai dit stop et j'ai déménagé, elle a osé appeler la police. Ma mère a annoncé sa 7e grossesse, après 15 ans passés à élever mes frères et sœurs à sa place. J'ai dit stop. J'ai sacrifié ma jeunesse, mes rêves, ma vie entière pour ses enfants. Alors, quand elle a exigé que je continue, j'ai déménagé. Pour se venger, elle a fait quelque chose d'impensable. Elle a osé appeler la police, en leur racontant des mensonges effroyables juste pour me détruire. C'est mon histoire. Je m'appelle Élise, j'ai 27 ans, et voici comment j'ai dû me battre contre ma propre mère pour simplement avoir le droit d'exister. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant de vous raconter en détail cette histoire qui a complètement bouleversé ma vie, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous me regardez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Votre présence m'est précieuse. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner, car vous n'allez pas croire jusqu'où ma propre mère a été capable d'aller pour me garder sous son contrôle. Ma vie, ou ce qu'il en restait, se déroulait entre les 4 murs d'une petite maison de vie urbaine, dans la banlieue animée de Lyon. C'était un lieu de passage constant, un carrefour de cris, de rires et de pleurs où le concept d'intimité était aussi étranger qu'un dialecte lointain. À 27 ans, je portais sur mes épaules la fatigue d'une femme de 50. Mon existence a basculé le jour de mes 11 ans, le jour où mon père a fait ses valises et a disparu de nos vies, laissant derrière lui un silence assourdissant et 6 enfants. Ma mère, Martine, s'est retrouvée seule, contrainte d'enchaîner les boulots précaires pour simplement mettre de la nourriture sur la table. Serveuse dans un bistrot le midi, femme de ménage dans des bureaux la nuit. Son courage était indéniable, mais son épuisement est progressivement devenu les barreaux de ma propre cage dorée. Étant l'aîné, la responsabilité m'est revenue de droit, un héritage non désiré. Mon rôle était clair, élever Léo, aujourd'hui un adolescent de 17 ans au regard parfois trop adulte, Lucas, 15 ans, perdu dans sa musique et ses humeurs, Chloé, 13 ans, naviguant les eaux troubles de l'adolescence, les jumeaux Hugo et Théo, 10 ans, un tourbillon d'énergie inépuisable, et la petite Manon, 7 ans, notre rayon de soleil au sourire fragile. Ils étaient mes frères et sœurs, mais dans mon cœur et dans mon quotidien, je les avais élevés comme mes propres enfants. La symphonie de mes journées commençait invariablement à 5h30 du matin. Le silence de la maison encore endormie était mon seul refuge, un bref instant de paix avant la tempête. Dans la lueur blafarde du réfrigérateur, je chorégraphiais le ballet matinal, 6 bols de céréales, 6 tartines beurrées, 6 déjeuners à emporter, chacun adapté aux allergies et aux caprices des uns et des autres. Puis, vers 7h, le chaos s'éveillait. C'était un concert discordant de voix m'appelant des 4 coins de la maison. « Élise, tu as vu mon cahier de maths » lançait Lucas. « Élise, Théo a encore mis mes chaussettes » se plaignait Hugo. Mon prénom était le mot de passe pour résoudre tous les problèmes, apaiser toutes les crises. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une autre Élise existait, une Élise secrète qui rêvait de silence, de pierre et d'histoire. Mon rêve le plus cher était de devenir architecte, de me spécialiser dans la restauration de ces magnifiques bâtiments anciens du Vieux Lyon, de redonner vie à des murs chargés d'histoire. Chaque matin, en regardant par la fenêtre de la cuisine, au-dessus des toits gris de la banlieue, je ne voyais pas seulement une ville, je voyais le symbole de ma propre vie en suspens, une promesse que je m'étais faite et que chaque jour qui passait semblait trahir un peu plus. Les soirs, lorsque la maison était enfin calmée, je m'installais à mon bureau. Sous la lumière fatiguée d'une petite lampe, je dépliais mes plans, j'ouvrais mes livres. Mais souvent, l'épuisement était plus fort que la passion. Mes paupières étaient lourdes, mes mains refusaient de tracer des lignes droites. Combien de fois me suis-je endormie sur mes croquis, la joue marquée par la spirale de mon carnet? La veille de l'annonce, j'avais touché le fond. Manon avait eu une poussée de fièvre. J'avais passé la nuit à ses côtés, une main sur son front brûlant, l'autre tenant un livre d'histoire de l'art que mes yeux refusaient de lire. Au petit matin, alors que sa fièvre tombait enfin, je me suis vue dans le miroir de la salle de bain. Des cernes sombres, un teint blafard, un regard vide. La femme dans le miroir n'était pas une jeune femme de 27 ans. C'était une ombre. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que je ne vivais pas, je survivais. Je fonctionnais en mode automatique, jour après jour, en attendant quelque chose qui ne venait jamais.
L'épuisement n'était plus seulement physique, il était devenu une partie de mon âme. Je pensais avoir atteint le point de non-retour, que rien ne pouvait aggraver ma situation. Mais j'ignorais que ma mère s'apprêtait à lâcher une bombe dans notre fragile existence, une bombe qui allait me forcer à faire un choix impossible, continuer à me noyer en silence, ou déclencher une guerre pour avoir le simple droit de respirer. Le soir où mon monde a implosé a commencé de la manière la plus banale qui soit. C'était un mardi, jour des lasagnes. C'était ma recette secrète pour acheter une heure de paix relative, le seul plat capable de faire taire les plaintes et les caprices. L'air de la maison était saturé de l'odeur de la sauce tomate et du bruit habituel de notre grande famille. Les jumeaux construisaient un fort précaire avec les coussins du canapé, manquant de renverser la lampe du salon à chaque mouvement. Lucas, casque sur les oreilles, était dans son monde, tandis que Chloé et Manon se disputaient la télécommande. C'était notre chaos, notre normalité. Maman est rentrée vers 19h, accompagnée de Didier. Il tenait un sac de bonbons, son offrande habituelle pour amadouer la tribu. Didier était un homme bon, je crois. Ouvrier dans le bâtiment, les mains calleuses et le rire facile. Il aimait ma mère, ça se voyait. Mais j'avais appris à me méfier de l'amour dans cette maison. L'amour était souvent le prélude au départ et au chagrin. Ce soir-là, pourtant, il y avait une électricité étrange dans l'air. Maman était inhabituellement radieuse. Elle avait ce sourire un peu forcé de celle qui cache un grand secret. Didier, lui, était nerveux, il n'arrêtait pas de se passer la main dans les cheveux. Ils échangeaient des regards complices par-dessus nos têtes. Mon instinct s'est mis en alerte. Quelque chose se préparait. Nous nous sommes installés à table. J'ai servi les lasagnes, orchestrant le ballet des assiettes et des verres. Au milieu du brouhaha, maman a tapoté son verre avec sa fourchette. Le bruit a cessé net. 6 paires d'yeux se sont tournés vers elle. Elle a pris une grande inspiration, a attrapé la main de Didier posée sur la table, et a lâché la nouvelle avec un sourire triomphant. Les enfants, Didier et moi avons une annonce très spéciale à vous faire. Nous sommes tellement heureux. Je suis enceinte. Vous allez avoir un nouveau petit frère ou une nouvelle petite sœur. Le silence qui a suivi a duré 1 seconde, mais m'a semblé une éternité. Puis, ce fut une explosion de réactions. Manon a sauté de sa chaise, applaudissant. Super! Un bébé! On va pouvoir jouer avec lui. Hugo et Théo se sont regardés, un grand sourire aux lèvres. On ne sera plus les plus petits, a crié Hugo. Chloé a esquissé un sourire, mais ses yeux trahissaient une inquiétude d'adolescente qui comprend déjà les implications. Oh, félicitations, maman. Lucas a simplement soupiré, un soupir qui en disait long. Et Léo, mon Léo, a baissé la tête et a fixé son assiette. Puis il a relevé les yeux vers moi, et dans son regard, j'ai lu une compassion infinie. Il savait. Je suis restée figée, un sourire artificiel plaqué sur mon visage. La fourchette dans ma main semblait peser 1 tonne. Ce n'était pas une annonce. C'était une sentence. Ce n'était pas une bonne nouvelle. C'était le bruit de la porte de ma prison qui se refermait à double tour pour les 20 prochaines années. Dans ma tête, un compteur infernal s'est mis en marche. Couches, biberons, nuits blanches, maladies infantiles, réunions de parents d'élèves. Ma vie, mes rêves, tout venait d'être hypothéqué une fois de plus. Je ne ressentais pas de la joie. Je ressentais une panique froide, une vague de désespoir si puissante qu'elle menaçait de m'engloutir. Plus tard dans la soirée, après avoir débarrassé la table et couché les plus jeunes, j'ai trouvé maman dans la cuisine. Elle fredonnait en rangeant les dernières assiettes. « Maman, il faut qu'on parle », ai-je commencé, ma voix plus fragile que je ne l'aurais voulu. « Oui, ma chérie ? N'est-ce pas merveilleux ? Je suis inquiète. La maison est déjà si petite. Et financièrement, comment va-t-on faire ? » Elle s'est retournée, son sourire s'est légèrement effacé. « Élise, ne commence pas à être négative. On trouvera des solutions. Didier gagne bien sa vie. Et puis ? » Elle a marqué une pause, et a prononcé la phrase qui a brisé le dernier fil de mon endurance. « Et puis, il y a toi. Tu es si douée avec les enfants. » Le souffle m'a manqué. « Maman, je ne peux pas. J'ai 27 ans.
J'ai mis ma vie entre parenthèses pendant 15 ans. Je ne peux pas recommencer à zéro avec un autre bébé. Son visage s'est métamorphosé. L'incompréhension a laissé place à une colère froide. Te plaindrais-tu? Je t'ai donné un toit, je t'ai nourri. C'est normal de s'entraider en famille. Surtout pour une fille aînée, c'est ton rôle de m'aider. Ce n'est pas de l'aide, maman. C'est ma vie entière. J'ai des rêves, moi aussi. Des rêves, a-t-elle ricané. Quel égoïsme. Penser à tes petits rêves alors que ta mère a besoin de toi. J'ai senti les larmes de rage monter. J'ai élevé 5 de tes enfants. 5. Je ne suis pas égoïste. Je suis à bout. Ce mot, égoïste, est devenu son verdict. Mais la sentence qu'elle prononçait n'était rien comparée à la guerre psychologique qu'elle s'apprêtait à me livrer pour s'assurer que je ne lui échappe jamais. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Allongé dans le noir, j'écoutais les bruits de la maison, le ronflement de Lucas dans la chambre d'Alexandra côté, le plancher qui craquait à l'étage. Chaque son était comme le tic-tac d'une horloge comptant les jours qui me restaient avant la capitulation finale. Mais la conversation avec ma mère avait changé quelque chose en moi. La tristesse et le désespoir avaient cédé la place à une résolution froide comme l'acier. La question n'était plus « si », je devais partir, mais « comment ». Dès le lendemain, j'ai commencé à mettre mon plan à exécution, agissant comme un agent secret dans ma propre maison. Pendant que je surveillais les devoirs des jumeaux, mon ordinateur portable était discrètement ouvert sur des sites d'annonces immobilières. Je cherchais un refuge, une échappatoire. Mes critères étaient simples, petits, pas chers, et surtout, situés dans un quartier qui ne ressemblait en rien à ma banlieue de Villeurbanne. Je voulais des rues animées, des cafés, des librairies, des signes de vie. La vie que je n'avais pas. La Croix-Rousse s'est imposée comme une évidence. Ce quartier de Lyon, avec son âme de village, ses pentes, son marché vibrant, était tout ce dont je rêvais. C'était un lieu de création, de liberté. Je me suis imaginée là-bas, assise à la terrasse d'un café avec mes carnets de croquis, une femme anonyme et libre. L'image était si puissante qu'elle est devenue mon moteur. Après plusieurs jours de recherche intensive, j'ai trouvé la perle rare, un petit studio de 20 mètres carrés, sous les toits, avec une vue imprenable sur la ville. Le loyer était à la limite de mon budget, mais la vue était inestimable. C'était la vue de ma future liberté. J'ai immédiatement appelé et fixé un rendez-vous pour une visite. L'étape suivante était de sécuriser mes finances. J'ai pris mon courage à deux mains et suis allé voir ma responsable à la librairie, Madame Dubois. C'était une femme d'une 60aine d'années, toujours bienveillante, qui avait plus ou moins suivi mon histoire familiale au fil des ans. Madame Dubois, j'aurais une question importante à vous poser. Pensez-vous qu'il serait possible pour moi de passer à un contrat à temps plein? Elle a retiré ses lunettes, m'a regardé par-dessus son bureau encombré de livres, et un large sourire a illuminé son visage. Élise, ma petite. J'attendais ce jour avec impatience. Bien sûr que c'est possible. Je n'osais pas vous le proposer, connaissant vos obligations. Vous êtes mon employée la plus fiable. Considérez que c'est fait. Je suis sortie de son bureau les jambes tremblantes, un sentiment de vertige m'envahissant. Les choses prenaient forme. Mon plan n'était plus un simple rêve. Il devenait réel. Mais ma mère, avec son 6e sens pour la trahison, a flairé le danger. Elle a remarqué ma distance, mes sourires énigmatiques, le temps que je passais enfermée dans ma chambre avec mon ordinateur. Elle a compris que je lui glissais entre les doigts. Sa première contre-attaque ne s'est pas fait attendre. Elle a utilisé son arme la plus redoutable, la culpabilité, et elle a fait appel à sa meilleure artilleuse, ma tante Sylvie. Un après-midi, alors que je rentrais du travail, j'ai trouvé tante Sylvie installée dans notre salon, sirotant un café comme si elle était chez elle. Son sourire était aussi sucré qu'un bonbon empoisonné. « Élise, ma chérie. Quelle bonne surprise. » Je passais dans le coin, je me suis dit que j'allais faire un petit coucou à ma sœur chérie qui a tant besoin de soutien en ce moment. Le piège était tendu. Nous nous sommes installés dans la cuisine. Le sermon a commencé, douce remets implacable. Ta mère est si courageuse. Une nouvelle grossesse à son âge, avec tout ce qu'elle a sur les épaules.
Elle va avoir besoin de toute l'aide possible. Surtout de sa fille aînée. Elle a posé sa main sur la mienne. Son contact était froid. Une famille, c'est comme un corps, Élise. Si un membre flanche, tout le monde souffre. C'est la loi de la nature. Notre rôle, en tant que femme de cette famille, a toujours été de nous sacrifier pour le bien commun. Ta grand-mère l'a fait, je l'ai fait, et maintenant c'est à ton tour de prendre le relais. Elle parlait d'un ton calme, professoral, comme si elle m'enseignait une vérité universelle. Puis, voyant que ses paroles ne semblaient pas avoir l'effet escompté, elle a changé de tactique. Elle a élevé la voix, pour que Chloé et Manon, qui jouaient à côté, puissent bien entendre. Heureusement que Martine a une fille aussi aimante et loyale que toi. J'ai entendu des histoires terribles, tu sais, des enfants qui abandonnent leurs parents dans le besoin. Des enfants égoïstes. Mais toi, Élise, tu n'es pas comme ça, n'est-ce pas? Tu ne briserais jamais le cœur de ta petite maman, surtout maintenant qu'elle est si fragile. Manon a levé les yeux de son dessin, l'air inquiet. Le venin de Sylvie avait atteint sa cible. Mais pas la bonne. Cette manipulation grotesque a balayé mes derniers doutes. Le lendemain matin, je me suis rendue à l'agence. J'ai visité le studio. Il était encore plus parfait en vrai. J'ai signé le bail sans hésiter. Je pensais avoir déjoué son plan. J'avais mon propre appartement, ma porte de sortie. Mais j'avais sous-estimé sa capacité à blesser. Ce qu'elle a fait avant mon départ dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. La signature du bail a agi comme un détonateur. Je possédais désormais la clé de ma cage, et l'urgence de m'en servir devenait insoutenable. J'ai décidé de ne plus attendre. J'ai fixé la date de mon départ au samedi suivant, un jour où je savais que ma mère travaillait le matin, espérant ainsi éviter une confrontation cataclysmique. C'était une stratégie lâche, je le sais, mais à ce moment-là, je n'avais plus la force pour une autre bataille. Cependant, le destin, ou peut-être ma propre conscience, en a décidé autrement. Le vendredi soir, alors que je commençais à emballer discrètement quelques livres dans ma chambre, ma mère est rentrée plus tôt que prévu. Elle m'a trouvée assise par terre, entourée de cartons. Le secret était éventé. Son visage est passé par une succession rapide d'émotions, la surprise, l'incompréhension, puis une fureur contenue qui était bien plus effrayante que des cris. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé d'une voix blanche. Je me suis levée, le cœur battant à tout rompre. Je fais mes cartons. Je pars demain. Tu pars, a-t-elle répété, comme si le mot n'avait aucun sens. Tu ne peux pas partir. Je te l'interdis. Tu ne peux pas m'interdire quoi que ce soit, maman. J'ai 27 ans. C'est ma vie. La fureur a alors explosé. Ta vie? Ta vie, c'est ici. Avec ta famille. Avec moi. Tu crois que je t'ai élevé pendant toutes ces années pour que tu t'enfuis comme une voleuse dès que les choses deviennent difficiles? Difficile, ai-je crié, les larmes de rage et de frustration me montant aux yeux. J'ai passé 15 ans à élever tes enfants. J'ai sacrifié mes études, mes amis, mon avenir. Qu'est-ce que tu connais de ma vie? Tu es une égoïste. Ingrate. Exactement comme ton père, a-t-elle hurlé. Le coup a été brutal. Comparer ma décision de me sauver à sa lâcheté à lui, c'était le summum de la cruauté. Les enfants, attirés par les éclats de voix, s'étaient rassemblés dans le couloir, des petites ombres silencieuses et terrifiées. Leur visage était le reflet de ma propre douleur. Si tu franchis cette porte, a-t-elle sifflé, le visage déformé par la haine, ne reviens jamais. Tu n'es plus ma fille. Tu n'auras plus de famille. Vaincue, je me suis réfugiée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Je ne pouvais plus respirer. Je devais partir, et je devais partir maintenant. J'ai continué à remplir mes sacs dans une sorte de transe, mes gestes mécaniques et saccadés. Léo est entré sans frapper. Il n'a rien dit. Il a simplement commencé à plier mes vêtements et à les mettre dans une valise. Son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. C'est à ce moment-là que ma mère est revenue dans la chambre. Elle n'avait plus l'air en colère. Son visage était vide, ses yeux froids comme la pierre. « Laisse-moi t'aider à faire un peu de tri », a-t-elle dit d'une voix étrangement calme.
Elle s'est approchée de mon bureau, où trônait mon vieil ordinateur portable, mon outil le plus précieux. Il contenait des années de travail, tous mes projets d'architecture, toutes mes recherches, l'intégralité de mon portfolio. C'était la seule chose qui me reliait encore à mon rêve. C'est tellement en désordre ici, a-t-elle continué, en passant un chiffon sur le capot de l'ordinateur. Je vais juste nettoyer un peu ton bureau, enlever la poussière et les vieilleries. Trop anéanti pour protester, je l'ai laissé faire, me concentrant sur le remplissage d'un dernier carton de livres. Quelques heures plus tard, après des adieux déchirants avec mes frères et sœurs, je me suis retrouvée dans mon studio. Le silence. Le vide. L'adrénaline de la fuite est retombée, laissant place à une tristesse infinie. Pour me donner une contenance, pour marquer le début de ma nouvelle vie, j'ai décidé de brancher mon ordinateur. Je voulais commencer à travailler, à organiser mes fichiers, à me sentir productive. Je l'ai allumé. L'écran s'est éclairé. Et mon cœur a cessé de battre. Le bureau était presque vide. Mes dossiers avaient disparu. Mon dossier, Archie, celui qui contenait ma vie, n'était plus là. Paniqué, j'ai cliqué partout. J'ai fouillé, cherché, espéré. Rien. J'ai ouvert la corbeille. Vide. Elle l'avait vidée. J'ai saisi mon téléphone, mes doigts engourdis peinant à composer son numéro. Elle a répondu instantanément. Maman, mon ordinateur, tous mes fichiers d'architecture, ils ont disparu. Un silence. Puis sa voix, douce et venimeuse. Oh, vraiment? Comme c'est étrange. J'ai effectivement fait un peu de nettoyage. J'ai dû supprimer quelques vieux dossiers inutiles pour libérer de l'espace. Tu sais, tout ce fatras qui ne sert à rien. Je ne pensais pas que c'était important. Le mot « inutile ». Elle l'avait prononcé avec une satisfaction cruelle. Elle n'avait pas seulement supprimé des données. Elle avait tenté d'anéantir mon âme. Que auriez-vous fait à ma place? Face à une telle trahison, comment auriez-vous trouvé la force de continuer? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de vos avis. Assise par terre, dans le froid de mon appartement vide, entourée de mes cartons, je me sentais anéantie. Mais au milieu de ce désespoir, une petite étincelle s'est allumée. Une étincelle de défi. Elle voulait me détruire? J'allais lui montrer de quoi j'étais capable. Ma nouvelle vie ne serait pas seulement une fuite. Ce serait ma revanche. Je pensais avoir touché le fond. Mais je n'avais pas encore vu jusqu'où elle était prête à descendre. Les premiers jours de ma nouvelle vie ont été un mélange étrange de libération et de deuil. La liberté était dans les petites choses, manger ce que je voulais, quand je le voulais, lire un livre pendant des heures sans être interrompu, marcher dans les rues de la Croix-Rousse et me sentir anonyme, invisible, juste une jeune femme parmi d'autres. Mais chaque soir, en rentrant dans mon studio silencieux, le deuil me rattrapait. Je pleurais la perte de mon travail, bien sûr, mais je pleurais aussi la perte de l'illusion d'une mère aimante. La femme qui m'avait mise au monde était aussi celle qui avait tenté de détruire mon avenir. C'était une vérité difficile à accepter. Je me suis lancée dans un travail de titan, essayer de reconstituer mon portfolio de mémoire. Je passais mes nuits à redessiner mes anciens projets, à réécrire mes analyses. C'était une tâche douloureuse, chaque ligne tracée ravivant le souvenir de sa trahison. Mais c'était aussi ma thérapie. Chaque projet que je parvenais à recréer était une petite victoire contre elle, une preuve que mon rêve était en moi, pas seulement dans des fichiers informatiques. Les messages de Léo étaient mon seul lien avec mon ancienne vie. Il me décrivait un foyer à la dérive. Maman était devenue un tyran domestique, passant ses journées à se plaindre et à critiquer tout le monde. Didier, dépassé par la situation et l'humeur massacrante de ma mère, passait de plus en plus de temps à travailler tard. Les enfants étaient les principales victimes, naviguant dans une maison chargée de tensions, sans leur bouclier habituel pour les protéger. La culpabilité me rongeait. Avais-je bien fait de les laisser dans cet enfer? Mais je savais que retourner en arrière n'était pas une option. Je ne pouvais plus être leur bouclier. Ils devaient apprendre à se défendre, et moi, je devais apprendre à vivre. Environ une semaine après mon départ, alors que je rentrais de la librairie, épuisée mais satisfaite d'une journée de travail, j'ai eu un choc. En bas de mon immeuble, une voiture de police s'était garée.
Mon cœur s'est emballé. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, me disant que c'était pour un voisin. J'ai monté les 4 étages jusqu'à mon studio, et c'est là que je les ai vus. 2 policiers, un homme et une femme, se tenaient devant ma porte. Mademoiselle Élise Ramirez, a demandé l'homme. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Ma première pensée a été pour ma famille. Un accident? Quelque chose était arrivé? Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu d'accident, a dit la femme policière, devinant mon angoisse. Nous sommes ici dans le cadre d'une procédure de vérification de bien-être. Pouvons-nous entrer quelques instants? Je les ai fait entrer, mon esprit tournant à 1000 à l'heure. Une vérification de bien-être? Qui? Et puis, j'ai compris. Ma mère. Nous avons reçu un signalement de votre mère, Madame Martine Ramirez, a confirmé l'homme en sortant un carnet. Il a lu d'une voix neutre. Elle nous a informé de votre départ précipité du domicile familial. Elle se dit extrêmement préoccupée par votre santé mentale, suggérant un état dépressif et potentiellement dangereux pour vous-même. Il a relevé les yeux vers moi. Elle a également émis des inquiétudes concernant la disparition d'une somme d'argent du compte familial, une somme mise de côté pour l'éducation de vos jeunes frères et sœurs. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'était au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. La folie. Le vol. Elle m'accusait d'être folle et d'être une voleuse. Elle utilisait la police comme une arme pour me ramener de force. Une vague de colère m'a submergée, chassant la peur. J'ai regardé les 2 policiers. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce que ma mère vous a dit est un tissu de mensonges. Et je peux vous le prouver. D'une voix calme et posée, j'ai tout déballé. 15 ans de ma vie. Mon rôle de mère de substitution. Ces relations instables. La 7e grossesse. L'ultimatum. Le sabotage de mon ordinateur. J'ai sorti mon contrat de location, les relevés de mon compte en banque montrant le virement pour la caution, mes fiches de paie. J'ai étalé les preuves de ma vie, de ma santé mentale, de mon indépendance durement gagnée. Ils m'ont écouté attentivement. La femme policière, en particulier, avait un regard plein d'empathie. Quand j'ai eu fini, elle a soupiré. Mademoiselle, il est clair que vous n'êtes ni dépressive, ni une voleuse. Vous êtes une jeune femme qui essaie de construire sa vie. D'un point de vue légal, vous avez 27 ans, vous êtes majeure et vous avez parfaitement le droit de vivre où bon vous semble. Votre mère a fait un signalement abusif. Son collègue a ajouté, nous allons rédiger un rapport en ce sens. L'affaire est close. Nous sommes désolés de vous avoir importuné. Après leur départ, je suis restée longtemps assise dans le silence de mon appartement. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais étrangement vidée, mais aussi incroyablement forte. Elle avait utilisé son arme la plus puissante, l'autorité de l'État, et elle avait échoué. Elle n'avait plus de pouvoir sur moi. Le soulagement m'a submergée, mais il a été de courte durée. J'avais gagné cette bataille, mais ma mère venait de me prouver qu'elle était prête à tout. Et une crise bien plus grave était sur le point de frapper notre famille, une crise qui forcerait chacun à choisir son camp. La visite de la police a marqué un tournant. Ce fut un échec si cuisant pour ma mère qu'il l'a réduite au silence. Les messages haineux ont cessé. Le harcèlement téléphonique s'est arrêté. J'ai eu droit à quelques semaines de paix, une paix précaire et inquiétante. C'était le calme avant la tempête, et au fond de moi, je le savais. Une relation aussi toxique ne pouvait pas simplement s'éteindre, elle devait imploser. Pendant ce répit, je me suis concentrée sur ma reconstruction. J'ai travaillé d'arrache-pied à la librairie, économisant chaque euro. J'ai passé mes nuits sur mes projets d'architecture, et lentement, mon portfolio a commencé à reprendre forme. C'était différent de l'original, peut-être moins parfait techniquement, mais il était imprégné d'une nouvelle force, d'une nouvelle maturité. C'était le travail d'une survivante. J'ai même repris contact avec une ou 2 amies que j'avais perdues de vue, forcée par mes obligations familiales. Boire un café en terrasse sans regarder ma montre toutes les 5 minutes était une expérience nouvelle et grisante. Je commençais à assembler les pièces d'une vie qui me ressemblait. La nouvelle est tombée un jeudi soir. J'étais en train de préparer un dîner simple, des pâtes au pesto,
un luxe pour une personne seule quand mon téléphone a vibré. C'était Léo. Mon estomac s'est noué. Depuis l'incident avec la police, nous avions établi un code, il ne m'appelait que si c'était une véritable urgence. Élise ? Sa voix était à peine un murmure, brisé par la panique. Léo, qu'est-ce qu'il y a ? Parle-moi. C'est maman. Elle était au travail, elle a commencé à saigner. Beaucoup. L'ambulance est venue la chercher. On est aux urgences. Élise, j'ai peur. Le monde autour de moi s'est dissous. Les pattes, mon appartement, ma nouvelle vie, tout a disparu. Il ne restait que cette peur primale, viscérale, pour la femme qui m'avait pourtant fait tant de mal. J'arrive. Ne bougez pas. Dans quel hôpital êtes-vous ? Le trajet en voiture a été un brouillard d'angoisse. Les rues de Lyon défilaient, mais je ne les voyais pas. Mon esprit était une machine à scénario catastrophe. Et si elle mourait ? Et si le bébé ? Une partie de moi hurlait de colère, pourquoi est-ce que je m'inquiétais encore ? Pourquoi est-ce que son sort m'affectait encore à ce point ? Mais une autre partie, plus profonde, plus ancienne, savait que le lien qui nous unissait, aussi abîmé soit-il, ne pouvait pas être rompu si facilement. Je les ai trouvés dans la salle d'attente, un petit troupeau d'enfants perdus sous les néons blafards de l'hôpital. Léo essayait de jouer le rôle de l'adulte, mais ses mains tremblaient. Manon s'était endormie sur ses genoux, le visage taché de larmes. Les jumeaux étaient anormalement silencieux, se balançant d'avant en arrière sur leur chaise en plastique. Chloé était au téléphone, probablement en train de rassurer une amie, sa voix faussement assurée. Mon arrivée a provoqué une onde de soulagement visible. J'étais de retour. L'adulte était dans la place. Le poids du monde est retombé sur mes épaules, et c'était un poids familier, presque réconfortant dans sa terrible normalité. Didier est arrivé peu après, le visage défait. Il revenait directement d'un chantier, ses vêtements couverts de plâtre. Il semblait aussi perdu que les enfants. C'est à ce moment-là qu'un médecin en blouse blanche s'est approché, un dossier à la main. La famille de Madame Martine Ramirez ? Nous nous sommes regroupés autour de lui, retenant notre souffle. Je suis le docteur Fournier. L'état de votre mère est stabilisé. Nous avons réussi à arrêter l'hémorragie. Un soupir collectif. Mais le médecin n'avait pas fini. Cependant, le diagnostic est sérieux. Madame Ramirez souffre d'un placenta pévia complet. Pour être clair, cela signifie que le placenta recouvre entièrement le col de l'utérus. C'est une situation à très haut risque. La moindre contraction, le moindre effort, pourrait déclencher une nouvelle hémorragie, massive cette fois, et fatale pour elle et pour le bébé. Il nous a regardés un par un, pour s'assurer que nous comprenions la gravité de la situation. Par conséquent, la seule solution est un repos alité total et absolu jusqu'à l'accouchement, qui devra se faire par césarienne programmée. Quand je dis total, c'est total. Elle n'aura le droit de se lever que pour aller aux toilettes. Pas de travail, pas de cuisine, pas de ménage, rien. Le silence qui a suivi ces paroles était plus lourd que n'importe quel cri. Maman était enceinte de 5 mois. Il restait donc 4 mois. 4 mois d'invalidité complète. 4 mois sans salaire. 4 mois avec 5 enfants à charge. Lentement, inévitablement, tous les visages se sont tournés vers moi. Leurs yeux contenaient la même question muette, la même attente insoutenable. Ils ne me demandaient pas de l'aide. Ils attendaient de moi que je redevienne la solution, que je mette ma vie entre parenthèses, encore une fois. Le piège que j'avais mis tant d'énergie à fuir venait de se refermer sur moi de la manière la plus brutale qui soit. Allais-je céder ? Allais-je tout abandonner, anéantissant en un instant tous les progrès que j'avais faits ? J'ai pris une grande inspiration, sentant le poids de leur espoir, et j'ai dit quelque chose que personne, pas même moi, n'attendait. Le médecin nous a permis d'entrer dans sa chambre, 2 par 2. J'y suis allée avec Didier. Ma mère était allongée, le visage cireux, des moniteurs bipant doucement à côté d'elle. Elle semblait plus petite, plus vulnérable que jamais dans ce grand lit d'hôpital. Quand elle m'a vue, une lueur de soulagement a traversé son regard fatigué, immédiatement suivi d'une ombre de honte. « Élise » a-t-elle commencé d'une voix faible. « Je suis désolée.
Je ne savais pas si elle s'excusait pour la situation actuelle, ou pour tout le reste. Peut-être les deux. Après quelques minutes de conversation maladroite, le silence s'est à nouveau installé, épais et lourd. Didier tournait en rond dans la petite chambre, l'air d'un animal en cage. Il a fini par s'arrêter et lâcher ce que tout le monde pensait. Je ne sais pas comment on va faire, a-t-il avoué, en s'adressant plus à lui-même qu'à nous. Le chantier, je ne peux pas l'arrêter. C'est un gros contrat. Et avec un seul salaire? Et les enfants? Son regard a croisé le mien, un appel à l'aide muet et pathétique. Le regard de ma mère s'est également posé sur moi. C'était le moment de vérité. L'ancienne Élise aurait immédiatement pris les choses en main, rassurant tout le monde, sacrifiant sa propre vie sur l'autel de la crise familiale. Elle aurait dit, « Ne vous inquiétez pas, je vais m'installer à la maison, je vais gérer. » Mais cette Élise-là était morte. Elle était morte le soir où ses rêves avaient été effacés de son ordinateur. Elle était morte devant sa porte, face à 2 policiers. La femme qui se tenait là était différente. Plus forte. Plus prudente. J'ai pris une chaise et je me suis assise près du lit de ma mère. J'ai attendu que leurs 2 regards soient fixés sur moi. Je vais aider, ai-je annoncé d'une voix claire et ferme. J'ai vu la tension quitter leurs épaules. Ils pensaient avoir gagné. Temporairement, ai-je précisé, et j'ai vu la surprise et l'inquiétude revenir sur leur visage. Et j'ai des conditions. Non négociables. Le mot « condition » a résonné dans la chambre d'hôpital aseptisée. C'était une révolution. Dans notre famille, je n'avais jamais eu de conditions. J'étais une ressource inépuisable, un dû. Le fait de poser des limites était en soi un acte de rébellion. J'ai commencé par regarder ma mère. Condition numéro 1, mon aide est strictement limitée dans le temps. Je reviens à la maison pour m'occuper de l'organisation jusqu'à la naissance de Sophia. Une fois que tu seras remise sur pied, je retourne dans mon appartement à la Croix-Rousse. Ma vie, mes études et mon travail ne sont plus une variable d'ajustement. C'est clair? Elle a semblé choquée par ma froideur, mais elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Ensuite, je me suis tournée vers Didier. Condition numéro 2, ton statut de « petit ami de passage » est terminé. Tu vas être père. Tu es le seul adulte valide et présent de ce foyer. Cela signifie que tu vas devoir assumer tes responsabilités. Quand tu ne seras pas au travail, tu seras à la maison. Tu apprendras à cuisiner autre chose que des pâtes. Tu t'occuperas des devoirs, des bains, des histoires du soir. Tu deviens un pilier de cette famille, pas un invité. Je ne serai pas là pour être ta remplaçante. Il a rougi, visiblement mal à l'aise, mais il a acquiescé. C'est normal. Tu as raison. Condition numéro 3, les enfants vont participer. Léo a 17 ans, il est presque un adulte. Il prendra en charge tous les trajets scolaires. Lucas et Chloé sont assez grands pour gérer la préparation des repas simples et aider les plus jeunes. Fini le temps où j'étais la seule intendante de cette maison. Chacun aura des tâches claires et devra s'y tenir. Et enfin, la condition la plus importante. Mon regard est revenu sur ma mère. Une fois cette crise passée, notre relation devra changer. Tu devras accepter mon indépendance. Tu devras la soutenir. Plus jamais de chantage, plus jamais de manipulation, plus jamais de mensonges. Soit nous construisons une relation saine, basée sur le respect mutuel, soit nous n'aurons plus de relation du tout. Le silence qui a suivi était total, seulement troublé par le bip régulier du moniteur cardiaque. Des larmes silencieuses coulaient sur les joues de ma mère. Je comprends, a-t-elle finalement articulé. Pardon, Élise. Pour tout. Ce n'était peut-être pas encore la rédemption, mais c'était un début d'acceptation. J'avais repris le contrôle. Non pas de la famille, mais de ma propre vie. Les règles du jeu avaient changé. Je n'étais plus la servante de la famille, mais une partenaire dans cette crise. Mais mettre des règles sur papier est une chose, les faire respecter dans le chaos quotidien en est une autre. La vraie épreuve ne faisait que commencer. Le retour à la maison de Villeurbanne fut une expérience déroutante. L'odeur de la maison, le désordre familier, le bruit constant, tout était identique, et pourtant,
tout avait changé parce que j'avais changé. J'ai déposé un sac de voyage dans mon ancienne chambre, qui semblait maintenant étrangement petite et impersonnelle. Mais je n'ai pas déballé toutes mes affaires. Mon vrai foyer, mon sanctuaire, restait ce petit studio sous les toits de Lyon. C'était ma ligne de vie, ma promesse de liberté. Dès le lendemain du retour de maman de l'hôpital, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai réuni tout le monde dans le salon, autour du lit médicalisé que nous avions installé. J'ai apporté un grand tableau blanc effaçable, un outil que j'utilisais pour mes projets d'architecture. Ce jour-là, notre famille est devenue mon nouveau projet. Bien, voici le plan de bataille, ai-je annoncé, essayant de garder un ton neutre et efficace. Pendant 1 heure, nous avons élaboré un planning détaillé, semaine par semaine. Qui emmène Manon à son cours de danse le mercredi? Qui s'occupe des courses? Qui prépare le dîner quel soir? Pour la première fois, les responsabilités n'étaient pas implicites et ne reposaient pas sur une seule personne. Elles étaient écrites noir sur blanc, visibles de tous. Les plus jeunes ont eu des tâches simples mais responsabilisantes, vider le lave-vaisselle, mettre le couvert. Les plus grands ont hérité de véritables charges. La transition fut chaotique. La première semaine a été une succession de mini-catastrophes. Lucas, absorbé par une discussion en ligne, a oublié d'aller chercher les jumeaux à l'école. J'ai reçu un appel paniqué de la directrice. L'ancienne Élise aurait sauté dans sa voiture en hurlant. La nouvelle Élise a appelé Lucas et lui a dit, très calmement, « Tu as oublié tes frères. Tu vas devoir trouver une solution pour les récupérer et t'excuser auprès de la directrice. » Il a dû demander à un voisin de l'emmener, il est revenu penaud et honteux. Il n'a plus jamais oublié. Chloé a décidé de nous faire la surprise de préparer le dîner. Elle a tenté un gratin dauphinois. Le résultat était un plat de pommes de terre à moitié cru baignant dans une crème brûlée. Personne n'a osé se plaindre. Nous avons tous mangé en souriant, et Didier a même demandé une 2e portion. Le soir, je suis allée la voir dans sa chambre et je lui ai montré une recette plus simple sur mon téléphone. Le lendemain, ses pâtes à la carbonara étaient délicieuses. Le plus grand défi était de résister à mon propre instinct. Mon corps, mon cerveau, était programmé depuis 15 ans pour anticiper les problèmes et les résoudre avant même qu'ils n'arrivent. Je devais consciemment me retenir, laisser les autres faire des erreurs, les laisser apprendre. C'était épuisant, bien plus épuisant que de tout faire moi-même. Mais je savais que c'était la seule voie possible pour un changement durable. Didier, à ma grande surprise, s'est révélé être un élève appliqué. Il a mis de côté sa fierté d'homme et a accepté de devenir un apprenti de la vie domestique. Il m'appelait du supermarché, complètement perdu, c'est quoi la différence entre la levure chimique et la levure de boulanger? Il a brûlé des oignons, il a mis trop de sel, mais il n'a pas abandonné. Et surtout, il était présent. Il passait des heures à jouer aux jeux de société avec les jumeaux, il aidait Manon à construire des châteaux en Lego. Il devenait un père pour eux. Je veillais scrupuleusement à préserver mon espace vital. 3 soirs par semaine, sans exception, je laissais les rênes à Léo et je retournais à la Croix-Rousse. Ces soirées étaient mon oxygène. Je m'enfermais dans mon studio, je mettais de la musique classique, et je dessinais. Je travaillais sur mes projets, je lisais, je ne faisais rien. Je redevenais simplement Élise. Un soir, alors que j'étais à la maison, je suis entrée dans la chambre de ma mère pour lui apporter une tisane. Elle ne dormait pas. Elle regardait un vieil album photo. « Regarde », m'a-t-elle dit en me montrant une photo de moi, à l'âge de 12 ans, tenant un Léo nouveau-né dans mes bras. « Tu avais déjà l'air si sérieuse. Si responsable. J'ai volé ton enfance, Élise. » « On a fait ce qu'on a pu, maman, ai-je répondu, sans amertume. « Non », a-t-elle insisté, ses yeux brillants. « J'ai fait ce que j'ai pu pour survivre. Mais je t'ai sacrifié au passage. Je n'ai jamais voulu admettre que j'avais besoin d'aide extérieure, j'étais trop fière. Je vois ça maintenant. » C'était une conversation difficile, mais nécessaire. Les murs de la rancœur commençaient à se fissurer, laissant passer une lumière fragile. Nous n'étions pas encore guéris, loin de là. Mais nous étions sur le chemin. Lentement, nous apprenions à être une vraie famille. Mais alors que la date de l'accouchement approchait, une dernière peur me hantait, et si, une fois le bébé né,
tout redevenait comme avant? Les dernières semaines avant l'accouchement ont été empreintes d'une atmosphère étrange, un mélange d'appréhension et d'excitation. La machine familiale, que j'avais aidé à mettre en place, tournait désormais sans moi. Bien sûr, il y avait des grincements, des pannes occasionnelles. Un jour, les jumeaux ont raté le bus parce que Léo était parti en retard. Un autre soir, personne n'avait pensé à sortir de la viande du congélateur pour le dîner. Mais la différence fondamentale, c'est qu'ils trouvaient des solutions par eux-mêmes. Ce soir-là, ils ont commandé des pizzas avec leur propre argent de poche. Ils devenaient une équipe. Ma présence était devenue celle d'une consultante externe. Je passais 2 ou 3 fois par semaine, je prenais des nouvelles, je donnais un conseil si on me le demandait, mais je n'intervenais plus dans la gestion quotidienne. J'observais, fasciné et un peu mélancolique, cette famille qui apprenait à fonctionner sans moi comme pivot central. La naissance a été déclenchée par une césarienne programmée, par une froide matinée de février. L'ambiance à la maternité était aux antipodes de notre dernière visite aux urgences. Pas de panique, pas de drame. Juste une attente fébrile. Didier faisait les 100 pas, alternant entre des blagues nerveuses et des regards angoissés vers la porte du bloc opératoire. Léo, en bon aîné de substitution, avait pris en charge les plus jeunes, les faisant patienter avec des jeux sur son téléphone. Quand l'infirmière est enfin sortie pour annoncer que tout s'était bien passé, qu'ils avaient une petite fille en parfaite santé, un cri de joie a secoué la salle d'attente. Didier a fondu en larmes, un spectacle si inattendu que même les jumeaux ont arrêté de se chamailler pour le regarder. Nous avons pu voir maman et le bébé un peu plus tard. Maman était épuisée, mais son visage rayonnait d'un bonheur serein que je ne lui avais jamais vu. Sophia était minuscule, un petit être fragile emmitouflé dans une couverture rose. Didier était à côté du berceau, le regard fixé sur sa fille, complètement hypnotisé. Il était transformé. L'homme un peu fuyant et dépassé avait laissé place à un père émerveillé. Le moment que je redoutais est arrivé. Maman s'est tournée vers moi. « Tu veux la prendre, ma chérie ?» Mon corps s'est raidi. Prendre ce bébé dans mes bras, c'était symboliquement accepter un nouveau fardeau. C'était le test final. Est-ce que mes vieux réflexes allaient prendre le dessus? J'ai tendu les bras et j'ai pris Sophia. Elle était si légère. Son odeur de nouveau-né m'a enveloppée. Et là, dans le silence de la chambre de la maternité, un miracle s'est produit. Je n'ai pas ressenti le poids de la responsabilité. Je n'ai pas vu en elle des années de sacrifice à venir. J'ai ressenti une vague d'amour pur, un amour simple et évident. L'amour d'une grande sœur pour la dernière venue de la fratrie. J'ai penché mon visage vers le sien et j'ai murmuré « Salut toi, petite sœur. Bienvenue dans notre chaos. Je suis Élise. » J'ai senti la main de ma mère sur mon épaule. « Elle a de la chance de t'avoir », a-t-elle dit. Et cette fois, je l'ai cru. Le retour de maman à la maison une semaine plus tard a confirmé que les choses avaient changé pour de bon. J'ai passé le week-end avec eux, pour aider à la transition. Mais mon aide n'était plus indispensable. Didier gérait les biberons de nuit. Léo s'occupait de faire les courses. Chloé avait préparé un repas de bienvenue. La maison était prête à accueillir son nouveau membre, et elle n'avait pas eu besoin de moi pour l'organiser. Le dimanche soir, j'ai refait mon sac. Il n'y a eu aucune scène. Aucun reproche. Juste des câlins et des promesses de se revoir très vite. Manon m'a glissé un dessin dans la main. C'était un portrait de toute la famille, avec moi, un peu à l'écart, mais relié à eux tous par un grand cœur. En reprenant la route vers la Croix-Rousse, un sentiment de paix m'a envahi. Je ne fuyais plus un enfer. Je quittais un foyer, pour retourner dans le mien. La boucle était bouclée. J'étais enfin libre. Les mois qui ont suivi ont été la preuve vivante que notre transformation était réelle. La famille a trouvé son propre équilibre. Un équilibre imparfait, bruyant, mais un équilibre qui leur appartenait. Ma relation avec eux est devenue plus saine, plus choisie. Je n'étais plus là par obligation, mais par envie. J'avais enfin ma vie. La famille avait trouvé un nouvel équilibre. Mais la véritable victoire, la preuve que tout avait vraiment changé, est arrivée quelques mois plus tard, le jour où Léo a reçu ses lettres d'acceptation à l'université.
C'était la confirmation que le cycle du sacrifice était enfin brisé. Le jour où Léo m'a appelé, sa voix était étranglée par l'excitation. « Élise. Je l'ai eu. J'ai été acceptée à Paris. Je vais faire une école d'ingénieur. » Je me suis assise sur mon petit canapé, le téléphone collé à l'oreille, et j'ai pleuré. C'étaient des larmes de pure joie. Il allait partir. Il allait suivre ses propres rêves, sans porter le poids de la famille sur ses jeunes épaules. Mon départ n'avait pas seulement libéré ma vie, il avait aussi, indirectement, libéré la sienne. En refusant de perpétuer le schéma du sacrifice, j'avais ouvert une nouvelle voie pour ceux qui me suivaient. C'était peut-être ça, ma plus grande réussite. Ma propre vie, libérée de ces chaînes, a commencé à fleurir d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. L'énergie que je dépensais auparavant à gérer une maisonnée de 8 personnes, je pouvais désormais l'investir entièrement dans mes études. Et les résultats ont suivi. Ma passion, combinée à une discipline de fer acquise au fil des années, a fait de moi une étudiante remarquable. J'ai remporté un petit concours au sein de mon école, puis un autre. Mes professeurs ont commencé à me remarquer. 1 an et demi après mon départ, j'ai postulé pour l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Quand j'ai reçu la lettre d'acceptation, avec une bourse qui couvrirait une partie de mes frais de scolarité, j'ai eu l'impression de toucher le ciel. Le rêve que ma mère avait tenté de réduire en cendres renaissait, plus fort et plus brillant que jamais. Sur le plan professionnel, les choses ont également évolué. Madame Dubois, ma patronne à la librairie, m'a confié de plus en plus de responsabilités, jusqu'à me proposer le poste de gérante adjointe. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seulement indépendante, j'étais financièrement stable. Je pouvais payer mon loyer, mes études, et même me permettre de petites folies, comme un week-end à Annecy juste pour le plaisir de dessiner au bord du lac. Et puis, il y a eu la vie personnelle. J'ai appris à être simplement Élise, et non plus la sœur de. J'ai commencé à sortir, à rencontrer des gens qui ne connaissaient rien de mon passé. J'ai eu quelques rendez-vous maladroits et amusants. Rien de sérieux encore, mais je découvrais avec émerveillement la légèreté et l'insouciance d'une vie sociale normale pour une femme de mon âge. C'était comme apprendre à marcher après avoir passé des années en fauteuil roulant. Notre famille a continué sa lente et chaotique reconstruction. 1 an après la naissance de Sophia, Didier et ma mère se sont mariés. C'était une petite cérémonie à la mairie, simple et émouvante. En les voyant échanger leurs vœux, j'ai vu 2 personnes abîmées par la vie qui avaient finalement trouvé un port d'attache. Didier n'était pas parfait, mais il était là. Et pour ma mère, c'était tout ce qui comptait. Notre relation, à elle et à moi, ne sera jamais simple. Il y a trop de cicatrices. Mais nous avons appris à communiquer. Elle a appris à respecter mes limites, et j'ai appris à lui pardonner. Non pas pour la décharger de sa responsabilité, mais pour me libérer moi-même du poids de la rancœur. Parfois, lors de nos dîners de famille, je la vois regarder sa tribu avec un mélange de fierté et d'épuisement, et je comprends un peu mieux la femme derrière la mère. Ce parcours a été la chose la plus difficile que j'ai jamais accomplie. Il m'a appris des leçons fondamentales. La première, c'est que poser des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte de survie et de respect de soi. C'est la seule façon de construire des relations saines. La deuxième, c'est que l'on ne peut pas sauver les autres si l'on est soi-même en train de se noyer. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et enfin, la leçon la plus importante, le véritable amour ne demande pas le sacrifice de son identité. Il encourage l'épanouissement de l'autre. Mon histoire a une fin heureuse, mais le chemin a été pavé de larmes et de doutes. Si vous vous sentez piégé par des obligations familiales, si la culpabilité vous empêche de vivre votre propre vie, j'espère que mon témoignage vous donnera un peu de force. Racontez-moi vos expériences dans les commentaires. Vos histoires comptent, et elles peuvent donner du courage à d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, de la partager, et de vous abonner. Rappelez-vous toujours ceci, vous avez le droit de choisir votre propre chemin. Prioriser votre bien-être n'est pas un acte égoïste. C'est la condition indispensable pour devenir la meilleure version de vous-même, pour vous, et pour tous ceux que vous aimez. Merci infiniment de m'avoir écouté.